Les cendres de Jean Moulin reposent désormais au Panthéon. Décembre 1964, 20 ans après la guerre. Jean Moulin a rendez-vous avec l'histoire. Le chef de la résistance entre au Panthéon. La nation découvre alors l'engagement d'un homme pour son pays, son supplice, entre les mains du chef de la Gestapo de Lyon. Depuis l'arrestation de Jean Moulin en 1943, le parcours du résistant et celui de Klaus Barbie sont remarquablement parallèles dans l'oubli et la lumière de l'histoire. Depuis l'après-guerre, la mémoire de Jean Moulin ricoche inlassablement sur celle de son bourreau qui croyait ne jamais devoir rendre de compte pour ses nombreux crimes devant la justice française. 11 mai 1987, 13h05, Klaus Barbie fait son entrée dans la cour d'assises de Lyon. Et si ces parcours indissociables avaient contribué à la postérité de Jean Moulin? D'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Ne serait-ce pas là une singulière contribution à l'histoire? La scène se met en place le 11 novembre 1942. Au petit matin, les troupes allemandes envahissent la zone libre, une riposte au débarquement américain qui vient d'avoir lieu en Afrique du Nord. Lyon se réveille sous la botte allemande. Sur ce territoire cadenassé, Jean Moulin et Klaus Barbie vont s'affronter dans l'ombre. Les mouvements de résistance font désormais leur nid dans les ruelles obscures de la ville. Le temps de la clandestinité est venu. Pour Jean Moulin, nom de résistant Max ou Rex, le contexte a changé, mais la mission reste la même. Daniel Cordier l'a rencontré quelques mois plus tôt dans ce restaurant du centre de Lyon, le Garret. Jean Moulin avait besoin d'un secrétariat organisé et Cordier lui avait été recommandé. J'étais très préoccupé parce que je ne savais pas. Et je me dis, mais quel grade a-t-il? C'est le patron, que je mets au garde à vous et tout ça. J'étais préoccupé de ça pendant qu'il me parlait. Et il me dit, si vous êtes libre ce soir, nous irons dîner au Garret. En novembre 1942, Daniel Cordier, 22 ans, est le secrétaire du plus important résistant de France. Leurs rendez-vous ont lieu au parc de la Tête d'Or, en plein cœur de la ville. Un endroit parfait pour échanger des instructions vitales. Jean Moulin est le représentant de De Gaulle dans la France occupée. Sa mission consiste à unir les mouvements de résistance sous l'autorité du général. Pour agir, il utilise une couverture. Il est marchand d'art. Mais dans la vie, c'est un ancien préfet de la République. Il a 40 ans. Moulin, qui était un responsable politique, et qui connaissait très très bien tout le personnel politique de la Troisième République, qui avait des amis, qui avait tout. Bon, c'était un républicain, et donc le général de Gaulle, ce que l'on savait de lui était très inquiétant. Oui, il y avait une armée, mais c'était quoi cette armée? On ne savait pas en France. Ouais, je vous parle de 1941. Et donc, la première question, quand il a vu le général de Gaulle, c'est que est-ce que vous rétablirez la République? L'homme qui tient le destin de la résistance intérieure entre ses mains est donc un haut fonctionnaire à l'âme patriote, ainsi qu'en témoignent ces images sonores uniques. Jean Moulin accueillait alors au Bourget une pionnière de l'aviation.
Maryse Bastier. Je félicite en vous l'aviatrice et je félicite aussi la charmante ambassadrice qui a su porter au-delà des mers le vrai visage de la France, souriante et pacifique. Maryse, permettez-moi de vous donner l'accolade. En novembre 1942, Moulin et Barbie partagent le même territoire. L'Allemand est promu chef de la Gestapo, une récompense à ses talents de chasseur de juifs et de résistant en Hollande. Obersturmführer, Barbie. Ce jeune lieutenant SS de 29 ans qui va combattre l'armée secrète est un parfait élément du Troisième Reich. Der Führer spricht zu seiner Jugend. In unseren Augen muss der deutsche Junge... En 1935, l'année où Hitler prononce ce discours, Barbie entame une carrière fulgurante. Il est repéré par les services de renseignement du parti nazi. Il entre à la grande école de formation des SS. Barbie s'est forgé des convictions qu'il n'a jamais reniées par la suite. Son dossier conservé aux archives à Berlin recense quelques rares documents, 2 photos d'identité et ce certificat d'aptitude élogieux fourni par l'école des SS. Barbie est une personne intègre. C'est un travailleur qualifié, il est irréprochable et dispose des capacités à devenir l'un des meilleurs agents du service de sécurité. Barbie était un policier de profession. Et policier de profession, il exécutait les tâches qu'on lui confiait. On peut les exécuter avec tolérance, on peut les exécuter avec fanatisme. Et il s'avère que il est le comble, on peut dire, du fanatisme policier allemand en France. S'il y a un policier nazi qui a laissé un nom, ce n'est pas Helmut Knochen, remarquable au point de vue intelligence, chef de la police nazie en France, mais c'est un chef régional de la Gestapo, donc un cadre supérieur, mais pas au plus haut niveau. Les données sont celles-ci. D'un côté, un policier fin limier de la Gestapo, de l'autre, un résistant républicain et déterminé. Vous prendrez rendez-vous avec Francis et Hermelin à 15 h à l'hôtel de ville. Jean Moulin doit faire preuve de stratège, car il a déjà eu affaire à l'occupant. C'était en 1940, il était alors préfet, en zone nord occupée. Et il connaît parfaitement les pratiques de la Gestapo. Il indiquait, si les Allemands, ils sont capables de tout, me faisaient dire quelque chose de contraire à l'honneur, vous savez déjà que ce n'est pas vrai. Or, Moulin, rappelons-le, tente, après avoir été tabassé, tente de se suicider en se tranchant la gorge pour ne pas avoir à céder à un document infamant accusant à tort les troupes sénégalaises de l'armée française de massacres sur les populations civiles. Pour donner le change à ses proches, il se laisse photographier en compagnie du général allemand qui occupe sa préfecture. Mais désormais, il porte autour du cou un foulard qui masque ses blessures. Le gouvernement de Vichy sanctionne son refus d'obéir à l'occupant et le révoque. Ce télégramme d'interdiction de sortie du territoire circule dans toutes les préfectures. Jean Moulin, l'ancien préfet, est surveillé par Vichy. Max est traqué par la Gestapo. À la fin de l'hiver 43, la Gestapo, bien aidée, il est vrai, par la milice française, est passée maître dans l'art de tendre des souricières. Au mois de mars, non loin du restaurant où Daniel Cordier a pris l'habitude de retrouver son patron, un événement oriente Barbie sur la piste de Max.
Sur ordre de Jean Moulin, Daniel Cordier doit retrouver des résistants pour une importante livraison. Je leur apporte 1 million, ce qui était quand même une somme assez considérable. Je leur apporte des tampons de faux papiers et des fausses cartes d'identité, des choses comme ça. Et j'avais mis tout ça dans mon imperméable et j'étais absolument... Le rendez-vous a lieu dans un appartement au dernier étage de l'immeuble, mais la Gestapo est déjà sur place. On a pris toutes les archives, et ils ont été, et l'état-major, ils ont été une douzaine de personnes. Ils ont trouvé toute l'histoire de l'armée secrète et tout ça, et ils ont fait un organigramme, et je suis au centre. À l'annonce de ces arrestations, Max ne manifeste aucune émotion. La stature de chef ne peut offrir aucune brèche. Ces émotions, Jean Moulin les réserve à ses proches, sur sa terre de Provence. Quelques rares fois durant cette période, il s'y rendra, parvenant à lâcher ses obligations à Lyon. Il se repose alors dans la famille de sa jeune cousine Suzanne. Il venait là avec sa sœur, sa mère, et pour nous c'était toujours un plaisir et une joie quand il était là, parce qu'il était très gai, on le taquinait. J'entends encore son rire, il avait une espèce de rire cristallin en cascade, et je l'entends encore. Maman lui disait, tu nous parles de Gaulle qui est à Londres, mais tu me dis que ça s'organise en France aussi. Comment faites-vous? Il n'y a pas de moyen de transport, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, mais ça s'organise quand même. Il doit y avoir un chef. Ben oui, lui disait, il y a un chef, certainement, mais c'est l'homme le plus recherché de France, sûrement. Et ma mère l'avait en face d'elle. Partir. Votre nom? Adrienne Delay. Les consignes en cas d'arrestation, c'est vis-à-vis de la Gestapo, il faut essayer de tenir, en disant n'importe quoi, 48 heures ou 24 heures. Au-delà, bon, ça n'a plus d'importance en principe. Parce qu'il fallait que les gens soient avertis pour changer les boîtes aux lettres, changer les consignes et tout ça. C'est un homme brutal. Tous ne sont pas brutaux, hein. Il y en a d'autres qui procèdent avec plus de raffinement et qui font battre leurs victimes par des hommes de main. Mais lui procède aux interrogatoires lui-même. Halt! Halt! Kommen Sie her! Terroriste! Komm! Los! Kommen Sie her! Depuis le coup de filet du mois de mars, Barbie ne cesse de se rapprocher de la tête de la résistance. Jean Moulin en est conscient. Il sait que le temps presse. C'était au deuxième. C'est celle-là, là. Il voulait que personne ne connaisse son adresse. Ah non, c'était quelqu'un de très prudent. Les jours étaient comptés depuis longtemps, mais le problème, c'est que non seulement ces jours étaient comptés, mais ce qu'il avait fait, ce qu'il avait construit,
est-ce que c'était la fin? C'était ça son inquiétude, parce qu'il se battait pour le général de Gaulle, pour que le général de Gaulle soit le maître de la résistance. 15 juin 1943. Mon général, notre guerre à nous aussi est rude. Début juin, le chef de l'armée secrète, le général de Lestrin, tombe aux mains de la Gestapo. Jean Moulin informe de Gaulle par courrier. Il relate son autorité contestée par les chefs de réseau de résistance, les coups bas dont il est l'objet, les arrestations, nombreuses. Il implore des renforts humains. C'est l'armée secrète qu'il faut sauver. Je vous en supplie, mon général. Faites ce que j'ai l'honneur de vous demander. Rex. Police allemande! Tenez ici une réunion secrète interdite. Le 21 juin, l'état-major de la résistance se réunit chez un médecin à Caluire près de Lyon. Il faut nommer un nouveau chef à l'armée secrète. La réunion se tient à l'étage. Jean Moulin arrive en retard. La bonne le dirige par erreur dans la salle d'attente du bas, avec les patients. Au premier, les 5 cadres de la résistance gardent leur calme et attendent leur chef. Parmi eux, il y a l'homme qui sera soupçonné d'avoir informé Barbie de la réunion de Caluire. Jean Moulin, au moment où il est arrêté, c'est un homme qui cumule des fonctions très importantes, qui vient de réussir quelque chose d'essentiel avec la fondation du Conseil national de la résistance. Et donc dans le dispositif de la résistance intérieure et extérieure, c'est vraiment une pièce cruciale. Donc l'arrestation de Caluire, au-delà de l'anecdote, au sens où on arrête des gens, mais il y a beaucoup de chutes dans la résistance, c'est une parmi d'autres, c'est quand même un événement de première importance. Donc il n'est pas anormal que le coup de filet réalisé par Barbie ait focalisé l'attention sur Moulin et donc par ricochet sur, j'allais dire, l'obscur fonctionnaire du SD ou de la Gestapo qui était Klaus Barbie. Je m'appelle Jacques Martel. Alors Thomas, tu étais plus gai hier, au pont Morand. Où est Max? Anselm. Où est Max? Los, schnell! Schnell, los! Los! Schnell! Barbie arrête tout le monde. Mais il ignore encore qu'il tient Jean Moulin. Quant au délateur présumé, René Hardy, il parvient à s'enfuir. J'étais assommé, j'étais perdu, C'était quelque chose que je craignais, mais que je pensais que moi, je serais arrêté sans aucun doute. Mais Rex, c'était le patron. C'était pas possible. C'était pas possible parce que c'était pas possible.
Jean Moulin. Ja. Der Gefangene, Jean Moulin, kommt. Deux jours après l'arrestation de Caluire, Klaus Barbie découvre l'identité de Jean Moulin. Un des résistants arrêtés a parlé sous la torture. Jean Moulin est détenu à Montluc, la prison allemande de Lyon, où s'entassent dans la crasse et la peur des juifs, des résistants, des femmes, des enfants. Le martyre de Jean Moulin va marquer le cours de l'histoire et nourrir la mémoire, comme une plaie qui ne cicatrisera jamais. Oui. C'est le moment le plus cruel de ma vie. J'ai eu une réaction d'enfant. Il faut aller à Lyon, je vais partir à Lyon, puis je vais le délivrer. Enfin bon. Non mais c'est n'importe quoi. J'étais à Paris, je ne savais rien. Je ne savais rien de la Gestapo. Je ne savais rien de Barbie, je connaissais son nom. Et avec qui et comment, etc. Bon. Alors évidemment, de la part des résistants, personne. Personne. Parce que là, il faut dire quand même la vérité. La disparition de Moulin, c'était la liberté de la résistance. Il faut le dire. Monsieur Moulin, la Gestapo à Paris vous demande. Barbie a une bonne réputation, mais quand même, à Paris, Bömelburg, chef de la Gestapo à l'échelon national, note qu'il a torturé à mort Jean Moulin, qui aurait pu, s'il avait été interrogé d'une autre façon, dans la tête de Bömelburg, donner beaucoup de renseignements, et il le lui reproche. On ne l'a pas su tout de suite, vous savez, c'était pas comme maintenant, du matin au soir, on sait ce qui arrive. Je me souviens de ma mère, elle a cru longtemps qu'il était resté prisonnier en Allemagne. Daniel Cordier poursuivra sa mission à Paris sous une autre autorité. La nouvelle de l'arrestation de Caluire s'est répandue parmi les chefs. Le coup est terrible, mais il s'en accommode. Le Conseil national de la résistance a perdu son président, il en nomme un autre. L'urgence devient l'après-guerre. Jean Moulin n'est finalement qu'un nom sur la liste des milliers d'exactions imputées à Barbie.
torture, déportation, assassinat de masse. 120 corps seront découverts dans cette fosse près de Lyon. Jusqu'en août 1944, jusqu'au tout dernier moment et alors que la guerre est perdue pour l'Allemagne, le chef de la Gestapo inflige la mort avec la conscience fanatique du devoir à accomplir. La libération est proche. La Gestapo de Lyon lève le camp et emporte avec elle à Berlin les archives de presque 2 ans de crimes dans la région lyonnaise. Les dernières nouvelles du maréchal. Achetez. Klaus Barbie quitte Lyon et il n'y reviendra pas de sitôt. Dans quelques semaines, il retournera à la vie civile en Allemagne. Un nouveau nom. Un nouveau départ. Et un passé à faire disparaître. Étrange simultanéité de destin. Klaus Barbie plonge dans l'anonymat et Jean Moulin tombe dans l'oubli au même moment. Tous deux disparaissent de l'histoire dans l'euphorie et l'amnésie de l'après-guerre. Dans ce pays à reconstruire, qui pense encore à l'ancien chef de la résistance? Même ceux qui ont travaillé à ses côtés préfèrent taire son rôle. Et De Gaulle au pouvoir se contente du minimum de reconnaissance dans les citations d'après-guerre. Jean Moulin, dans les années 45, est très difficilement adaptable aux deux groupes majoritaires, mémoriels, que sont les gaullistes et les communistes. Jean Moulin trouble ce jeu, quelque part, trouble ce jeu. Et on voit bien la difficulté d'émergence de Jean Moulin dans la mémoire. Les chefs de la résistance, pour eux, Moulin n'existait pas. Et ceux qui étaient les ministres du général de Gaulle, c'étaient les chefs des mouvements de la résistance. Moulin, ça n'existait pas. Des articles de presse ou des cérémonies s'efforcent bien de faire vivre son nom, son combat auprès de De Gaulle. Mais cela reste une mémoire périphérique qui ne mobilise pas au plus haut niveau de l'État. Il y a la somme des hommages locaux, régionaux ou nationaux ou ministériels. Et ce qui est indéniable aussi, parmi les autres hommages, c'est de remarquer que tous les endroits où il était en poste, lors de sa carrière dans l'administration préfectorale, eh bien, dans les années 50, chacun des endroits a sa plaque. Ce qui veut dire qu'il n'a pas été oublié. C'est un autre événement qui va relancer le nom de Moulin et y associer directement celui de Klaus Barbie. C'est l'affaire de Caluire. « 1950,
la France s'apprête à juger l'ancien résistant René Hardy pour trahison. La justice veut savoir s'il est responsable de l'arrestation des cadres de la résistance, de Jean Moulin, en juin 1943. Pour cela, elle cherche à entendre Barbie, comme simple témoin. Il est en Allemagne, en zone américaine, fréquente toujours d'anciens SS et vit d'expédients. La France réclame son extradition, mais les services de renseignement américains, plutôt que de le livrer, l'utilisent comme agent. Barbie se présente comme un spécialiste des milieux communistes. C'est un homme d'une grande intégrité intellectuelle et personnelle. Il sait garder son sang-froid, il est fermement anticommuniste, c'est un idéaliste nazi. Son nom devient connu des Américains et leur pose un problème à partir du moment où la France le réclame et où ils se rendent compte que c'est un criminel qui est voulu par la France. La France veut son extradition et surtout elle veut l'entendre comme témoin en ce qui concerne l'affaire Jean Moulin. Alors la France dépêche un envoyé spécial, un commissaire, qui l'interroge à Munich et à Francfort dans les locaux de l'armée américaine. L'affaire de Caluire n'a jamais été vraiment close, d'abord parce que vous savez que c'est ce qu'on appelle en quelque sorte une énigme, c'est-à-dire qu'on a des présomptions assez fortes quant à savoir qui a pu donner cette réunion, etc. Mais on n'a pas de certitude, on n'a pas de preuves, la démonstration n'est pas faite, et donc il y a cet aspect d'énigme. Donc évidemment, ça concourt à faire que cette affaire est plus sensible que si elle avait été résolue, claire comme de l'eau de roche. René Hardy est acquitté à 2 reprises au bénéfice du doute. C'est à présent la justice militaire lyonnaise qui réclame Barbie pour ses atrocités commises sur des combattants, des résistants, pour ses assassinats. Mais c'est à nouveau l'échec. Par 2 fois, en 1952 et 1954, la justice le condamne à mort pour crime de guerre. Par contumace, Barbie n'est pas dans le box des accusés. Dans un contexte de guerre froide, les Américains protègent leur agent qui en sait beaucoup sur eux. Ils refusent de le livrer à la France car le Parti communiste y est puissant et ne manquerait pas de lui demander des comptes. Ils préfèrent l'exfiltrer avec toute sa famille vers la Bolivie. Depuis qu'il a quitté Lyon, Barbie est insaisissable. Dans les années 50, seul son nom semble rappeler celui de Jean Moulin. L'État mettra encore bien du temps à sortir de l'amnésie. À la lueur des torches, une foule vibrante a escorté du mémorial de la déportation jusqu'au Panthéon où elles reposeront désormais les cendres de Jean Moulin. Hommage suprême à celui qui avait reçu pour tâche d'unir les mouvements de la résistance intérieure et qui devait périr dans d'atroces souffrances le 8 juillet 1943. Du jour au lendemain, cet homme qui n'était rien devient tout. C'était la résistance, c'est lui. Ce qui compte le plus pour Jean Moulin, c'est qu'il ait été gaulien jusqu'au sacrifice suprême. C'est l'artisan de la légitimation du chef de la France combattante qui a été le général de Gaulle, et c'est cela qui prime. Comme une évidence bien tardive, De Gaulle, l'ancien chef de la France libre, rend hommage à son loyal combattant. De Gaulle est en fin de mandat. Il est pressé par des groupes de résistants qui font rejaillir la mémoire du passé. Jean Moulin, unificateur de la résistance, apparaît désormais en héros, politiquement partagé. Chef de la résistance, martyrisé dans des caves hideuses, regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons
Elle porte le deuil de la France et le tien. Comme Leclerc entra aux Invalides, avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Mais Malraux, c'est Malraux, c'est inimitable, c'est fou. Et ça a installé la résistance dans les souvenirs des Français. Une autre résistance, pas la résistance de Brossolette, pas la résistance des chefs des mouvements et tout ça, mais cette résistance à la Malraux, c'est-à-dire idéal, irréel, la résistance des martyrs. On passe en effet du héros de la résistance à autre chose. On voit bien qu'on raccroche à Jean Moulin tout plein de choses. C'est à la fois le préfet de la République, le héros de la résistance, le martyr de la déportation. Ce discours tout juste parce que, au fond, il exhume le légendaire de la résistance. Et il montre que ce légendaire est fondé sur de petites choses, en quelque sorte, ou sur des souffrances infinies, mais qui ne sont pas très visibles. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble que c'est un discours qui est très profond, qui va très au-delà d'une oraison funèbre classique. C'est le discours de panthéonisation dont on se souvient par excellence et qui touche y compris les gens qui, à l'époque, n'aiment pas De Gaulle. À partir du moment où la panthéonisation ouvre un champ de mémoriel pour Jean Moulin, bien évidemment, Barbie va revenir dans ce jeu. Quelques jours après le Panthéon, la France promulgue une loi sur le crime contre l'humanité. Elle est imprescriptible. Du sur-mesure pour espérer juger Barbie pour ses atrocités sur des civils. L'ancien chef de la Gestapo est toujours en Bolivie. Il vit sous une fausse identité. En juin 1943... Au journaliste Ladislas de Hoyos qui le retrouve et lui demande s'il connaît Jean Moulin. Voici ce qu'il répond en français. Je ne connais pas Moulin, je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais torturé. Les empreintes digitales que le journaliste recueille sur la photo vont permettre de confondre l'ancien nazi. Il s'agit bien de Klaus Barbie. Quand en 1971, les poches pleines de photos et de documents d'archives, Beat Klarsfeld, une jeune Allemande qui consacre sa vie à la chasse aux nazis, découvre Barbie Altman en Bolivie. Serge et Beat Klarsfeld cherchent à le faire revenir en France, au nom de ses innombrables victimes juives. Pendant plus de 10 ans, le couple le guette, le traque, resserre la pression autour de Barbie, alias Klaus Altman, citoyen bolivien protégé par le pouvoir en place. L'opinion publique, elle voulait que Barbie revienne à partir du moment où elle a su que Barbie était Barbie et qu'il y a eu beaucoup d'articles sur ce qu'il avait commis pendant la guerre. Oui, la population voulait que Barbie revienne, à la fois, je dis pour Jean Moulin, et à la fois pour les enfants d'Isieux dont nous avons parlé pour la première fois. Quand Serge Klarsfeld et sa femme se mettent en chasse de Klaus Barbie, il est bien clair que celui qu'il traque, c'est un criminel contre l'humanité. C'est quelqu'un qui a arrêté des enfants, qui les a fait déporter, assassiner, c'est ça dont on parle. Mais évidemment, c'est indissociable du Barbie, chef de la Gestapo à Lyon et tortionnaire de Jean Moulin. Dans la nuit du 4 février 1983,
À la faveur d'un retournement politique, la Bolivie accède enfin à la demande française. Barbie est expulsée vers Lyon. Mais c'est directement au Fort Montluc, l'ancienne prison militaire, où il avait lui-même interrogé et torturé les résistants de la région, que Barbie a été transporté. L'incarcération symbolique dans la... Vous avez eu envie de voir son visage à la télé, tout ça? Bon, je l'ai vu à la télé comme tout le monde. Tous les reportages qu'il y a pu y avoir, mais c'est tout. Et alors, quand vous avez vu son visage? Et le personnage ne m'intéresse pas. J'ai eu la possibilité de le voir, de lui parler et tout, mais ça me fait horreur. Horreur. Quand on fait rentrer Barbie, toutes les questions qu'ils ont posées, il y a Moulin au centre, y compris à l'Élysée. Nous faisons rentrer Barbie parce que c'est quelque part une complémentarité dans les gestes mitterrandiens avec la recréation du 8 mai en septembre 81. Regardez les dates. Donc nous recréons le 8 mai. L'affaire Barbie rentre comme un prolongement de ces politiques-là. Jean Moulin est au centre. C'est-à-dire que c'est des politiques de la résistance. En mai 1987, 42 ans après la guerre, le procès de Klaus Barbie s'ouvre enfin à Lyon. Ce 11 mai, l'histoire prend place dans une cour d'assises. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Quand Barbie revient en France, on sait qu'il ne sera pas jugé pour la mort de Jean Moulin, parce que c'est un crime de guerre et que ce crime-là, il est prescrit. Donc on sait que ça ne peut pas être une charge contre lui. Et donc il sera jugé pour crime contre l'humanité, qui est un crime imprescriptible. Mais, évidemment, ça n'empêche pas du tout qu'on ne cesse de parler de lui comme le tortionnaire de Jean Moulin. Donc, comment vous dire, juridiquement, Moulin ne peut pas être dans le procès qui va avoir lieu. Mémoriellement, il est évidemment dans ce procès. Pendant plus de 2 mois, les victimes vont se succéder à la barre pour témoigner. Et ce regard-là, voyez-vous, je crois que tout le monde l'aurait reconnu, ce regard. Alors on m'a expliqué, les menottes à griffes avaient des griffes à l'intérieur. On posait une question, on serrait. C'était infiniment douloureux, j'avais l'impression que mes ongles allaient tomber. Il m'écrasait la figure à coups de poing sur les plaies qui étaient déjà à peine refermées de la veille. Je dois dire que ça a duré 7 jours environ, cette petite sérénade. Et j'ai commencé à comprendre alors vraiment ce que c'était que le crime contre l'humanité par l'exemple d'un détenu, un juif, qu'un sous-officier avait pris comme tête de Turc et auquel il avait enjoint d'apprendre la phrase suivante: le juif est un parasite qui vit sur la peau du peuple arien et il faut l'extirper. Les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquisards. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents. Nous commençons un procès où on a bien le duo Moulin-Barbie, et à la fin du procès, nous avons un duo Barbie-Enfant d'Isieux. Et par là même, le procès de Lyon est un procès exceptionnel dans le temps mémoriel, parce que c'est le procès qui permet de voir
à un moment donné la séparation entre le temps de la résistance et le temps de la Shoah. Klaus Barbie, qui a refusé d'assister à son procès, doit cependant y revenir à la fin. Il fait cette unique déclaration et on peut y entrevoir une allusion à l'ancien chef de la résistance. Je vous pose donc la question, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Oui, Monsieur le Président. Quelques mots en français. Je n'ai pas commis la rafle des yeux. Je n'ai eu jamais le pouvoir de décider des déportations. J'ai combattu la résistance, que je respecte, avec dureté. Mais c'était la guerre, et la guerre, c'est fini. Merci. Quand aujourd'hui on dit Jean Moulin, il y a peu de gens qui se demandent qui est ce Jean Moulin. Alors que parmi les gens qui sont au Panthéon, on serait bien en peine d'en citer plus de 3, 4 ou 5. Mais on cite invariablement Jean Moulin. Et je crois qu'il y a le discours de 64 qui explique ça, et puis la résurgence de mémoire liée au procès de 1987. L'audience est reprise. Bien, accusé Klaus Barbie, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Voici les réponses de la Cour et du jury aux questions posées. Vu la déclaration de la Cour et du jury, condamne à la majorité Klaus Barbie à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. L'histoire a fini par rattraper Klaus Barbie. Il décède à Lyon en 1991. Jean Moulin est devenu un héros de la nation. Ce destin le ferait sans doute sourire, lui, l'homme du devoir qui se rêvait artiste et qui a toujours préféré la discrétion à la lumière. C'est la maison que Jean Moulin avait achetée juste avant-guerre. Il voulait y avoir un pied-à-terre et il avait trouvé cette petite bâtisse et il pensait après-guerre en faire un atelier de peinture pour venir se reposer parce qu'il disait après-guerre je ne sais pas ce que je ferai et là ce sera mon refuge. Quand l'histoire traverse des tempêtes, ne pas baisser le regard. Quand la mémoire grandit sur un abîme passé, surtout ne pas oublier. Se souvenir des engagements, des sacrifices des hommes, de la liberté chèrement acquise. Se souvenir. Vous distribuerez l'argent de Londres comme prévu. Et vous maintenez bien le rendez-vous de demain à l'hôtel de ville. À la radio. Ah, c'est Malraux. C'est le discours de Malraux hier. Le résistant Jean Moulin au Panthéon. C'est parfait.
Et pour que cette histoire ne se répète jamais, Jean résister. Résister à l'oubli. On va essayer justement avec vous de comprendre comment, à partir de ces témoignages, comment à partir de ces histoires individuelles, eh bien, on reconstitue l'histoire de centaines de personnes qui sont passées entre ces murs. Alors si elle est très connue aujourd'hui, cette prison, c'est notamment parce que vous avez un résistant très important qui a été enfermé ici. Est-ce que vous connaissez son nom? Jean Moulin. C'est un symbole. Ce qu'il a fait, c'était bien. Voilà. Courageux. Ouais, voilà, courageux. Parce qu'il s'est pas caché. Voilà. Ils sont jeunes et voilà, ils ont quand même résisté et ils n'ont pas eu peur. Bien, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Voilà. Quand on arrive à Buchenwald, les portes s'ouvrent, l'air vif revivifie les gars qui sont à moitié asphyxiés. Et on a devant nous les SS, mitraillettes au poing, et ils ont le droit de vie ou de mort sur nous. À partir de là, on n'a plus de nom, c'est terminé. Il faut dire ce matricule en allemand. Qu'est-ce qui vous a poussé à témoigner? Mais je crois qu'il faut que vous sachiez ce qui s'est passé, parce qu'un régime comme il y a eu, et qui a ensanglanté toute l'Europe, moi je pense qu'il faut que vous sachiez ce qui s'est passé. Vous savez, la démocratie est fragile. La démocratie est fragile.